Merci Mehdi. Merci beaucoup Pierre. Effectivement, j'ai souligné les nuls. Je ne m'adresse pas du tout à vous, mais je suis loin d'être un champion. Le seul conflit d'intérêts, comme nous tous, c'est d'habiter sur Terre. Et je vais commencer par des éléments un peu scolaires avant d'introduire le sujet de manière réelle et réaliste, par la définition du développement durable en général, puis en santé en particulier. Donc le développement durable, c'est comment répondre à nos besoins sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et l'élément ou l'une des diapositives les plus importantes de cette présentation est celle-ci qui illustre les 3 piliers du développement durable, que ça soit en santé ou dans tout projet de développement durable. Souvent, quand on en parle, on voit que le spectre écologique et puis on oublie les 2 autres piliers économiques et sociaux qui sont primordiaux dans le fait de mener une action ou un projet de développement durable. Et donc, nous, en santé, quand on parle de développement durable, on parle systématiquement de conception écologique du soin. Et cette définition qui a été mise en place, ou en tout cas convertie à la sauce de la santé par Olivier Thomas, qui est une démarche valorisante, qui prend en compte les questions environnementales dans toutes les étapes du cycle de produit d'un service ou d'un produit. Et là, en l'occurrence, le service et le produit, c'est le soin et la santé. Et avec toute mon amitié à Olivier, il n'a rien inventé, tout vient des concepts industriels et économiques à travers M. Brezet, un Néerlandais, qui lui a posé les bases de ce qu'on appelle la conception écologique du service. Et c'est là où je vais énumérer uniquement les grandes étapes de cette conception écologique, c'est de développer de nouveaux concepts. Et comment on fait? On sélectionne des matériaux à moindre impact environnemental, on réduit l'impact de la phase d'utilisation, on optimise la production, la durée de vie du produit et surtout sa fin de vie. Alors, encore une fois, je pense que la plupart du temps, quand je présente ce développement durable en santé, tout le monde s'intéresse à l'optimisation de la fin de vie. Pourquoi? Parce que l'entrée dans le développement durable en santé, il se fait via le déchet. Et en fait, on a tous en tête, quand on arrive dans ce genre de présentation, d'avoir ça, de se dire comment je vais recycler le métal, le plastique, l'aluminium, et ça va nous générer beaucoup d'argent, et je vais sauver et la planète et mon hôpital. Et donc, il y a la mise en place de certains protocoles, notamment sur la récupération des métaux. Et effectivement, ça répond à des directives et des textes de loi. Là, c'est la loi 5 flux qui est régie par le décret de 2007 et qui est obligatoire pour l'ensemble des structures, y compris les structures de santé, et qui impose de séparer le papier, le métal, le plastique, le verre et le bois. Et si on ne le fait pas, on risque 150 000 € d'amende, et puis on nous renvoie les déchets pour qu'on le fasse. Donc ça peut être renvoyé à l'hôpital. Donc ça fait un peu peur à tout le monde, et tout le monde rentre par cette partie déchets, mais quand on revoit le fondement même de cette économie circulaire qui constitue le fondement même de cette loi, toujours une équipe néerlandaise qui va définir les principaux piliers de cette économie circulaire et qui va les classer de R0 à R9. Et en fait, les actions les plus efficaces, c'est la R0. C'est d'abord refuser. C'est d'abord ne pas générer ce déchet. Et la pire des étapes, on va dire la moins rentable sur le plan environnemental et économique, c'est effectivement cette partie de recyclage, ce que tout le monde vise par ces actions de développement durable. Et donc le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne va pas produire. Et comment on ne va pas le produire? Je présente quelques pistes. Elles ne sont pas toutes dans ma présentation. La première, c'est l'usage unique versus le réutilisable. Il y a une centaine d'études, j'en ai mis que 2 qui s'intéressent de manière primordiale à l'anesthésie. Donc ça, c'est des équipements d'anesthésie avec des modélisations. C'est des analyses de cycle de vie avec modélisation de différents scénarios, de masques et de matériel d'intubation. Et l'élément le plus important à connaître, alors je vous passe les scénarios, vous voyez en bas, il y a des pays et des régions. Le rendement environnemental et économique de l'usage unique versus réutilisable dépend du mix énergétique. Donc quand on est dans des zones à énergie renouvelable comme en Europe, notamment en France, oui, on divise par 6 cet impact environnemental et ça nous permet de gagner aussi sur le plan
économique. Mais quand on reste dans l'Australie, qui est le pays qui a mené cette enquête, où le mix énergétique à la période de l'étude était basé sur le charbon, donc un impact environnemental très important, on ne gagne pas grand-chose. La même étude pour les lames et les manches de laryngoscope qui montre qu'il y a un réel bénéfice au réutilisable par rapport à l'usage unique en termes d'impact environnemental. Et notre société savante s'est clairement positionnée, non seulement en disant des phrases bateau de favoriser le réutilisable par rapport à l'usage unique, mais en précisant même ses modalités d'application. Parce que si vous mettez en place du réutilisable et que vous ne l'emmenez pas au bout de sa durée de vie et du nombre d'utilisations, eh bien on perd énormément en bénéfice environnemental. Donc tout ça est précisé dans cette recommandation que je vous invite à consulter, aussi celle-ci qui favorise le réutilisable pour les tenues vestimentaires. On arrive au tri des déchets, parce que oui, j'ai dit que la meilleure des choses, c'est ne pas générer le déchet. Une fois qu'on l'a généré, eh ben, il faut le soumettre à un tri. Et c'est là où je vais m'attarder un petit peu, j'espère que je ne vais pas prendre beaucoup de temps, à rectifier la terminologie. Et en fait, la typologie du déchet dépend de deux choses, de sa dangerosité et de son producteur. Donc soit le producteur est un ménage et on appelle ça des déchets ménagers, soit le producteur est autre que le ménage, donc ça peut être un secteur d'activité dans le secteur d'activité de soins, et on l'appelle déchets d'activité économique. Et pour les deux, il peut être dangereux et pas dangereux. Sa dangerosité réside dans le fait qu'il soit chimique, radioactif ou infectieux. Et en fait, cette terminologie de déchets assimilés aux ordures ménagères n'existe pas. Il y a quelques dérogations pour certains hôpitaux où le personnel loge dans les hôpitaux. Il y a une convention avec la commune pour gérer les déchets ménagers des gens qui y habitent. Et donc, en fait, le producteur, c'est celui qui est responsable du déchet. Et donc, on voit que certaines agences régionales de la santé, comme en Pays de Loire, qui a clairement mis le pied dans le plat en spécifiant que le sang n'est pas un déchet à risque infectieux et tout type de déchet est un déchet d'activité de soins. Et donc là, c'est clairement mis en place. Je vous invite à regarder ce qu'ils ont fait. C'est extrêmement bien fait. Et je rappelle qu'en dehors des poches de transfusion sanguine, le sang n'est pas un déchet d'activité de soins à risque infectieux. Et donc en pratique pour le déchet, si vous voulez mettre en place une filière de gestion éco-responsable des déchets, les principales actions, c'est de créer un comité de pilotage qui va s'occuper de la planification, la mise en œuvre et l'évaluation. Et qui parle de planification, parle d'évaluation des pratiques professionnelles pour mener à bien des domaines d'amélioration, avec des formations des équipes médicales et paramédicales pour le tri et le bon usage des médicaments et du dispositif médical, formaliser des protocoles de tri pour les déchets dangereux et des déchets d'activité de soins à risque infectieux, favoriser le réutilisable et pour les dispositifs médicaux retraités ou recyclés, ce n'est pas encore possible en France. Et quant au retrait et le remplacement des médicaments et des inutiles qui finissent dans la poubelle, avec la mise en place à la fin de cette chaîne des filières de recyclage. Donc il faut d'abord commencer par ce qui est en haut. Alors maintenant qu'on a fini de parler du déchet, je rappelle juste cette étude de 2017 de McNeil qui a évalué les émissions de gaz à effet de serre dans 3 types d'hôpitaux, un canadien, un américain et un britannique. Et je mets cette diapositive en la comparant à l'hôpital où je travaille jusqu'à présent, où on voit que l'essentiel des émissions, en tout cas en Amérique du Nord, provient des vapeurs anesthésiques. Alors que là, en Grande-Bretagne, c'est l'énergie. Je vais m'expliquer. En fait, les vapeurs d'anesthésie sont des gaz à effet de serre, sont de puissants gaz à effet de serre, voire même des destructeurs de la couche d'ozone pour certains, notamment le protoxyde d'azote. Et donc, leur impact environnemental s'illustre avec ce qu'on appelle le pouvoir de réchauffement global, qui va être rapporté à une molécule de CO2. Et donc, sans rentrer dans des choses très techniques, le desflurane, par exemple, est équivalent à 2540 fois une molécule de CO2, contrairement au sévoflurane. Et le protoxyde d'azote a aussi un pouvoir de réchauffement global qui est important, qui est autour de 300. Je ne vais pas préciser les durées de vie parce que je n'ai pas assez de temps.
Tout ce que j'ai à dire, et là j'ai mis cette icône pour dire que ces études, c'est des études de modélisation. Donc on rentre toutes les données dans un ordinateur et on regarde ce qui se passe. Première chose qui frappe, c'est que quand on rajoute du protoxyde d'azote aux vapeurs anesthésiques, ça multiplie par 900 leur pouvoir de réchauffement global. Pourquoi? Parce que ça constitue une nouvelle molécule. Ce n'est pas un effet cumulatif comme ce qu'on apprend en anesthésie pour les concentrations alvéolaires minimales. Le deuxième élément, c'est que tout le monde, y compris là, se positionne pour dire arrêtez de faire de l'anesthésie inhalée, faites de l'anesthésie intraveineuse, notamment eux qui décrivent ce qu'on appelle l'impact sociétal de ce gaz très polluant. Toujours de la modélisation, où ils ont modélisé différents types de vapeurs anesthésiques avec différentes utilisations et débits de gaz frais. Et donc là, pour cette partie droite, ce n'est pas la même échelle. Là, on est à 60 et là, on est à 80. Et c'est en kilogrammes d'équivalent CO2 par heure d'anesthésie, on voit qu'ils disent si vous utilisez des récupérateurs de vapeur anesthésique, ça fait aussi bien que le propofol. Je vous demande de garder ça en tête parce que ça va revenir dans quelques diapositives. Mais ça, c'est de la modélisation. La vie réelle, alors ce n'est pas pour promouvoir mon étude, mais la vie réelle, c'est ça. C'est ça parce qu'il faut l'appliquer. Et il faut l'appliquer de manière progressive ou pas. Vous pouvez le faire d'un coup. Mais ce qu'on voit, c'est que là, dans cette étude où on a fait 4 phases, où on arrête d'utiliser le protoxyde d'azote, puis on arrête d'utiliser le desflurane, on voit que la consommation de notre protoxyde d'azote à la pharmacie ne bouge pas malgré le fait d'avoir cessé de l'utiliser. Pourquoi? Parce que l'essentiel de cette consommation est inhérent aux fuites du circuit. Et donc là, regardez l'échelle. Là, le gris, c'est du protoxyde d'azote, le jaune, c'est du CEVO et le bleu, c'est du DES. Ce qu'on voit, c'est que malgré nos actions, on baisse rien du tout en termes d'impact environnemental si on ne dépose pas les circuits de protoxyde d'azote. Et en termes de rapport, regardez, c'est 10 fois plus que le desflurane, qui lui a un pouvoir de réchauffement global 10 fois plus important que le protoxyde d'azote. Tout simplement, c'est un effet de consommation, parce que là, on est autour de 2 tonnes, 2,5 tonnes de consommation au protoxyde d'azote qu'on va multiplier par un pouvoir de réchauffement global de 300. Mais la vraie vie, c'est encore plus loin que ça, parce qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a tous les autres impacts environnementaux en termes de rarification d'une ressource qui est l'eau, donc on le voit très bien aujourd'hui, ou la déforestation qui va donner plusieurs impacts sur la santé des populations. Je rappelle le pilier sociétal. Et donc dans cet éditorial, Jody Sherman, qui est une star dans le domaine, dit choisissez votre poison. Pourquoi? Parce que dans cette étude, par exemple, le propofol est retrouvé dans 50% des prélèvements des égouts d'un hôpital. Et en fait, ça va avoir un impact sur la faune et la flore, d'accord, avec cet impact qui ne sera annulé qu'avec une incinération à 1000 degrés pendant 2 minutes. Et encore une fois, toujours notre société dit on ne peut pas comparer les courgettes et les carottes parce que ça n'a pas le même impact environnemental. Certes, il y a le CO2, mais il y a le reste. Et faites attention au gaspillage des médicaments, parce que là, on voit que 38% de ce qu'on prépare le matin en arrivant en salle d'opération est jeté en fin de journée. Et en fait, on jette de l'argent par les fenêtres, tout simplement. Donc, faire de l'anesthésie générale inhalée éco-responsable, oui, on peut, tout simplement en choisissant correctement les vapeurs anesthésiques les moins polluantes. Alors, faites attention, parce qu'en fonction de la fabrication du sévoflurane, l'impact environnemental est différent. Ce n'est pas le moment de rentrer dans les détails. Et surtout arrêtons d'utiliser du protoxyde d'azote à tout va et surtout arrêtons de l'utiliser via des circuits qui donnent 2,5 tonnes de fuites par an. Et encore une fois, la position est claire, il faut arrêter de l'utiliser. Et si on a envie de l'utiliser, surtout pas avec un circuit de distribution. Alors, comment réduire l'utilisation? Tout simplement, on n'a pas besoin de faire des études ou un DES de 5 ans pour comprendre que fermer un robinet permet de ne pas gaspiller ces vapeurs anesthésiques. Et la technologie pourrait nous aider à travers l'anesthésie intraveineuse, inhalée à objectif de concentration. Un petit mot sur la gestion des effluents de vapeur anesthésique. On voit tous fleurir ce genre de dispositif qu'on essaye de nous vendre pour la récupération des vapeurs anesthésiques en se basant sur ces modélisations où on nous dit que ça fait pareil que le propofol. D'accord? Et donc là, dans cette étude, on voit que malgré tous les efforts, il n'y a que 25%
du desflurane administré qui est récupéré dans ces systèmes. Donc on présume que le reste est dans la salle opératoire, donc ça répond peut-être pas à la réglementation. Et dans un éditorial en rapport avec cet article, ils disent qu'il faut récupérer 98,5% des desfluranes pour arriver au même impact environnemental que du sévoflurane sans rien du tout. Donc ça montre un petit peu que il ne faut pas laver vert, il faut surtout réfléchir en profondeur et voir l'application. Et est-ce que c'est le meilleur choix? On a d'autres alternatives dans notre discipline. Je ne vais pas détailler cette étude, je vais juste dire qu'une anesthésie loco-régionale a 600 fois moins d'impact environnemental qu'une anesthésie générale. Bien sûr, ce n'est pas valable pour tout type d'anesthésie, mais c'est quelque chose auquel il faut réfléchir si on a une intention environnementale dans notre pratique de soins. Alors maintenant, j'ai parlé du bloc opératoire de l'anesthésie, mais encore une fois, dans notre pratique d'anesthésie, ça ne se limite pas à pousser une seringue d'anesthésiant et de ne pas voir le malade avant et après. Donc l'impact environnemental aussi s'intéresse à avant. Alors le patient debout, on peut ne pas voir de lien avec l'impact environnemental, mais si, parce que ça répond au pilier sociétal, aussi bien pour le patient qui va participer à son soin, respecter son autonomie, que pour le soignant qui aura moins de troubles musculo-squelettiques à pousser un brancard. Mais en plus, ça permet de réduire l'anxiété du patient et épargner du médicament anxiolytique, réduire les rotations d'ascenseur, donc l'impact environnemental de l'énergie, et puis il y a cette phase préopératoire qui va au-delà avec le transport. Le Shift Project avec son rapport qui montre que le transport est un des facteurs les plus impactants sur le plan environnemental pour le système de santé. C'est valable pour ceux qui ont fait l'évaluation de leur impact environnemental. Et les alternatives, c'est les vidéoconsultations avec des études à orientation environnementale pour les vidéoconsultations. Alors certes, ce n'est pas de l'anesthésie, c'est de la chirurgie colorectale. 50 patients en consultation présentielle versus téléconsultation, et ça économise de l'argent, du temps de trajet et ça économise aussi des émissions de gaz à effet de serre. Alors, on a les mêmes pour les téléconsultations post-opératoires, mais l'admission hospitalière aussi a un impact environnemental. Une admission J0, toujours des études à orientation environnementale, réduction du coût et de l'impact environnemental pour des admissions ambulatoires versus J0. Et toujours un autre élément d'impact environnemental, la douche préopératoire. J'ai ressorti les recommandations SF2H qui ne recommandent pas d'utiliser de la bétadine. Ils ne recommandent aucun savon, sachant que la bétadine, elle a un impact environnemental qui n'est pas négligeable et à prendre en compte aussi dans notre réflexion dans l'éco-conception du soin. Une recommandation de collègues d'un autre comité sur des programmes d'optimisation périopératoire qui parle de l'anxiolyse. J'en ai parlé sur le patient debout, je ne vais pas me répéter en termes d'impact environnemental de ces médicaments. Et je finis par la phase post-opératoire, toujours des études à orientation environnementale et économique. Le fait d'instaurer des programmes de réhabilitation améliorés après chirurgie permet de réduire les durées d'hospitalisation, mais aussi de réduire la consommation énergétique inhérente, la consommation en eau et la consommation en matériel. Et surtout, ne pas mettre à tout va dans les unités de soins critiques en post-opératoire parce que leur impact environnemental est largement supérieur en unités de soins critiques. Un petit mot sur l'énergie, parce que j'avais promis de finir par la partie britannique où leur énergie est basée sur le charbon, ce qui explique pourquoi ils ont 84% de leurs émissions liées au système énergétique. Ça, c'est une petite piste de mise en veille, je dis bien mise en veille et non pas arrêt, mise en veille des systèmes de ventilation en gardant la pression. Pour plus de détails, il y aura bientôt un référentiel commandé par l'ANAP et auquel la SFAR a largement participé sur l'optimisation de l'efficience énergétique dans les zones à environnement maîtrisé, notamment les blocs opératoires. En conclusion, que faire dans mon bloc opératoire pour prendre en charge ou pour faire de l'éco-conception de soins? Ne pas oublier les trois piliers, écologique, économique et social. Il faut s'intéresser non pas à la phase bloc opératoire uniquement, mais au pré- et au post-opératoire. Et on a de plus en plus, grâce à notre société, des référentiels qui permettent la mise en application de l'ensemble de l'éco-conception du soin. Je vous remercie.